L'argent reste un sujet flou, souvent évité, parfois anxiogène. Et quand on devient parent, tout s'intensifie. La peur de mal faire, de ne pas anticiper et de ne pas sécuriser. Maeva, du compte Mon Budget Bento, part d'un constat simple. Gérer son budget, ce n'est pas une compétence innée. Ça s'apprend. Et sans base solide, beaucoup de familles se retrouvent rapidement submergées. Dans cet épisode, elle démonte l'idée que les finances sont complexes. Elle pose des repères concrets, comprendre ce qui entre et ce qui sort, anticiper sur l'année, organiser les dépenses dans le couple, structurer un budget réaliste. Elle explique aussi pourquoi l'éducation financière est devenue indispensable dans un monde où dépenser est plus facile que jamais. On parle d'épargne accessible, même avec un peu, des erreurs qui coûtent cher quand on n'a pas beaucoup de marge et de cette idée contre-intuitive, aujourd'hui, ne pas prendre de risques peut être plus dangereux que d'en prendre. Un épisode pour reprendre le contrôle, comprendre les bases et arrêter de subir son argent. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode parce que je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à de nombreuses familles. Et surtout, si vous êtes une femme. Salut Maëva et bienvenue dans la matrescence en vrai, en face à face. Ça fait plaisir. Mais oui, on se voit enfin parce que je t'avais interviewé il y a plusieurs années maintenant. Mais c'était par écran interposé, donc merci de revenir une deuxième fois. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler finances, encore une fois, mais avec un angle un peu différent, parce que le contexte, il a quand même changé en 2026 autour des finances de la famille. C'est devenu quand même un sujet de préoccupation majeure des Français, notamment sur le fait de vouloir des enfants ou pas, de vouloir plus d'enfants ou pas. Mais ma première question, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est quoi le conseil le plus simple et le plus puissant que tu peux donner à une famille qui commence à se poser des questions sur le budget ? Le plus simple, c'est que il y a besoin du niveau CP et encore pour gérer son budget. Ah ouais. Voilà, il y a pas à faire des choses compliquées, c'est des additions et des soustractions. Donc normalement, voilà, CP, CE1, on est dans les clous. Donc c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas parce qu'il y a des chiffres que parce que les gens n'aiment pas les chiffres, surtout en France, les maths, bon voilà. Mais il y a rien de compliqué, surtout dans la partie budgétaire, c'est vraiment hyper simple. Ok, donc déjà pour les familles qui commencent à nous écouter, de se dire que ce dont on va parler va être compréhensible de tout le monde. Oui, très basique. Parce que je pense que tu as ça souvent, non, que les gens te disent mais c'est trop difficile, je sais pas par où commencer, j'y comprends rien, je vais jamais y arriver. C'est ce qui est le premier découragement des gens pour apprendre à gérer leur argent. Non, je pense que le premier découragement, c'est la sensation de... En fait, c'est même pas je ne sais pas comment faire, c'est l'impression d'être submergé. Parce que ils ont jamais vraiment essayé. Tu sais, c'est peut-être un peu comme quelqu'un qui a jamais conduit et qui se dit oh là là, le volant, les pédales, le levier de vitesse, etc. C'est hyper compliqué. Alors que en fait, la conduite, c'est pas une fois que tu le fais, c'est pas si compliqué que ça. Et gérer son budget, c'est beaucoup plus simple que de conduire. Oui. Alors toi, tu donnes des conseils, tu expliques aux gens un peu comment on peut arriver à bien gérer son budget. Et tu as un projet de loi de finances de bébé que tu expliques qu'il faudrait que tout le monde ait ce projet de loi de finances de bébé avant d'avoir un bébé, avant la conception. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ça correspond ? Mon projet de loi de finances bébé. Si j'avais un projet de loi, ce serait de... Comment dire ? Qu'est-ce que je devrais dire en premier ? Premièrement, que c'est pas les... En fait, il faut se focaliser sur les finances des parents. Ça, c'est la première chose. Parce que les parents, souvent, quand ils ont des enfants, la première chose qu'ils se disent « Ah, il faut que j'épargne pour mon enfant, etc. » Alors que eux, leurs finances sont un peu bancales, etc. Donc, la première chose, c'est vraiment que les parents prennent en main leur budget. Et comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste voir quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Et puis, quand on veut avoir un enfant, faut voir un peu plus loin, quoi. Faut sortir du... au jour le jour, je verrai la semaine prochaine, je verrai le mois prochain. Il faut vraiment passer à une vision un peu plus longue. Et moi, ce que je dis, c'est que souvent, le budget au mois le mois, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'en vrai, si on est au mois de mars et que tu es en train de penser au mois de mars à ce que tu vas faire au mois d'avril, tu peux pas vraiment anticiper.
Donc, moi, je dis toujours, le budget, c'est sur 1 an. Arrêtez de regarder tous les mois, ah, mon loyer, c'est 948 euros. Tous les mois, 948 euros. C'est bon, tu le sais que c'est 948 euros. Concentre-toi plus sur, justement, toutes les variations, parce que c'est ça, en fait, qui va venir finalement, pas déséquilibrer, mais qui donne la sensation de déséquilibrer, parce qu'il y a des mois où tu n'auras pas beaucoup de dépenses, parce que tu n'as pas pris de vacances, parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Et puis, tu as le mois où tu as plein d'imprévus. Alors, pour les gens qui écoutent en audio, j'ai fait le petit geste des guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, en fait, qui ne sont pas des imprévus. Et d'autant plus, quand on va avoir un enfant, il faut vraiment avoir cette notion d'anticipation, parce qu'avec un enfant, si jamais tu vis au jour le jour, tu as toujours des imprévus. Et c'est quoi que tu dis des imprévus avec des guillemets qui ne sont pas des imprévus? Par exemple, quelqu'un qui va avoir une réparation sur sa voiture alors que la voiture, elle a 10 ans. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va tomber en panne, mais une voiture, ça dure pas non plus 50 ans. Donc, tu sais que tu vas devoir faire des réparations, ou, par exemple, ton réfrigérateur, il a 10 ans, 12 ans. Bon, tu sais qu'il y a des chances pour qu'il tombe en panne à un moment. Donc, que ce soit une réparation ou que ce soit un remplacement, il va falloir que tu anticipes ça. Et on va dire que si tu achètes un réfrigérateur, tu as 10 ans pour voir venir. Donc, c'est un peu changer sa notion de temps et d'immédiateté et d'imprévu, qui va faire que finalement, tu vas te sentir beaucoup plus relax. Moi, je kiffe quand mes abonnés m'envoient des messages, elles me disent « Ah, mais Eva, j'ai un gros problème avec ma voiture, j'ai dû lâcher, je sais pas, 3 000 euros, tu vois, des sommes assez importantes. » Et puis, elle dit « Bon, ça m'a fait mal de payer cash, mais c'est payé, je me suis pas mis un crédit sur le dos, je suis tranquille, et puis je reconstituerai mon épargne au fur et à mesure. » Et en fait, le soulagement que c'est de pouvoir, quand on t'annonce ce genre de facture où il y a un petit peu trop de chiffres dessus, que tu puisses finalement la gérer et passer à autre chose, plutôt que pendant 10 mois, 24 mois, tous les mois, tu es amputé de je sais pas combien, parce que tu n'as pas pu anticiper. Et c'est aussi, ça va, je pense, être le sujet de notre discussion aussi, c'est la capacité aussi à anticiper quand la vie coûte de plus en plus cher. Tu vois, moi, je suis typiquement le genre de personne qui, tous les mois de janvier, découvre que faut faire la révision de la voiture. Je n'avais pas du tout anticipé, mais en fait, ça vient tous les mois de janvier. Depuis que j'ai une voiture, c'est comme ça. Et j'oublie. Et c'est vrai que je ne l'anticipe pas assez dans mon budget, alors qu'il est là, je le sais. C'est pas une vraie surprise. Comme Donc, tu moi, dis. ce que je dis, c'est hyper simple. Tu sais, tu prends une feuille, tu la divises en 14, n'importe quoi, en 12 cases. Mhm. T'écris le mois courant, enfin pas le mois courant, parce que le mois courant, Il est il est passé. déjà passé. Donc le mois suivant, jusqu'à ce que tu fasses une boucle de 12 mois. Et dans chaque case, en fait, t'écris les choses. Bon, alors, par exemple, au mois de juin, je sais que d'habitude, on se fait un week-end entre copines. Je sais que j'ai mon anniversaire de mariage. Je sais qu'il y a l'anniversaire de ma mère. Je sais qu'il y a Noël pour les personnes qui fêtent Noël, ou les autres fêtes religieuses, peu importe. Donc tu sais quand est-ce que ça arrive, plus ou moins. Donc, tu te fais ton calendrier, et c'est en année glissante, quoi. Quel que soit le mois, que ce soit au mois de juin, au mois de septembre ou au mois de décembre, finalement, c'est toujours 12 mois d'avance. Oui, parce que parfois, on s'empêche aussi de commencer en disant on n'est pas au mois de janvier ou on n'est pas au mois de septembre, donc je ne peux pas toucher parce que c'est pas le bon moment pour démarrer. Oui, non, mais c'est jamais... On se met des barrières, non? Mais tu sais, c'est comme pour les enfants. Moi, je dis, il n'y a jamais de bon moment pour avoir finalement des enfants. Si jamais tu attends le moment parfait, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Parce que bon, moi aussi, j'ai eu mon fils, bon, c'était pas prévu du tout, donc c'est peut-être facile pour moi de dire ça, mais dans ma tête, avant que j'ai mon fils, je me disais, moi, j'aurai un enfant quand j'aurai mon appartement, ma voiture, mon permis, mon machin, etc. Bon, au final, j'étais pas diplômée, je venais juste d'avoir mon permis, mais j'avais pas de voiture, j'avais pas d'appartement, j'avais rien, tu vois. Mais bon, après, j'ai fait au fil de l'eau. Tu t'es adapté. Voilà, exactement. Adapté à la vie. Alors, il y a beaucoup de couples qui parlent pas du tout d'argent dans les familles avant d'avoir un bébé, ou même en ayant eu un bébé, qui, comme tu dis, vivent un peu au jour le jour au niveau finance. Je fais partie de ces gens qui ont fait ça au début, qui ont vite rattrapé après. Comment est-ce que toi, tu dirais on peut organiser concrètement une discussion qui est saine et sereine autour de l'argent? Ça commence par quoi? Je pense que pour moi, il y a déjà 3 critères importants à partager de base. C'est 1, les revenus, et tous les revenus, pas juste le salaire ou le salaire fixe, parce qu'il y en a qui aiment bien donner le salaire fixe. Ils oublient que moi, par exemple, je suis commerciale. Si ça représente 30, 40, 50, 70% de tes revenus, tu donnes pas que ton fixe.
Tu donnes Donc, des primes. voilà, tu donnes tes primes aussi. Parce que j'aime bien dire, en fait, voilà, vous montrez les avis d'imposition, normalement, c'est bon, il y a tout, tu vois. Et aussi les revenus fonciers, etc. Donc, être transparent sur les revenus, être transparent sur le patrimoine aussi. Donc, c'est pas juste... voilà, il y a des gens qui ont des patrimoines très, très, très différents. Moi, c'est vrai que c'est une question que je me posais pas trop, parce que moi, je viens d'un milieu, je vais pas dire modeste, mais classe moyenne. Donc, moi, ma famille, ils avaient pas de patrimoine, etc. Mais je vois mes abonnés qui me disent, oui, mais moi, mon copain ou mon pacsé, il a déjà 3 appartes, machin, etc. Donc, je dis, ah oui, c'est vrai que, bon, on part pas du même pied d'égalité. Et aussi les dettes. Très important, les dettes. Parce que c'est bien de parler des plus, mais il faut aussi parler des moins. Parce que quand tu te mets avec quelqu'un et que tu as des projets et que au moment de vouloir, par exemple, acheter un appartement, où la personne elle dit: «Ah non, mais moi, en fait, j'ai 15 crédits conso que j'ai pas encore fini de rembourser», ça peut être compliqué. Donc déjà, être transparent sur ces 3 aspects-là. Et puis ensuite, une fois qu'on est au clair sur combien on gagne, et combien on a et combien on doit, finalement, l'étape suivante, c'est combien on dépense tous ensemble en tant que foyer. Il faut aussi avoir cette vision-là qu'on est un foyer. Moi, le truc de... souvent, tu sais, je dis que le 50-50, ça fait aucun sens. C'est pas parce que je pense que, oui, les hommes doivent payer plus ou machin. Moi, je dis plus, en fait, c'est comme si on a comme cette tasse, par exemple. Chacun, on remplit la tasse. Et au final, c'est la tasse, c'est nos dépenses. Et donc, chacun va toujours participer à hauteur de ses moyens. Et d'ailleurs, c'est ce que précise la loi. Juste au passage. C'est vrai, et d'ailleurs, depuis que l'imposition maintenant est au taux réel de Oui. chacun, on ne partage plus le taux pour Oui, faire oui, baisser le oui. revenu, Oui, oui, l'imposition l'impôt de de l'autre. Ouais, ouais. celui qui gagne gagne le le plus. plus. C'est un peu plus égalitaire, on va dire, dans En équitable fait, plutôt. la possibilité a toujours existé depuis Oui. le début, Oui. mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était malveillant, tu vois, quand ils ont pris cette décision de se dire, si on mettait le même taux aux deux, alors que le concept de la loi, c'est que l'imposition est progressive. Moins tu gagnes, moins proportionnellement tu payes d'impôt sur le revenu. Donc pourquoi est-ce que en fait le setup de base ne respectait pas ce principe de base de la loi? Enfin bref, on va pas chercher la logique en France, mais bon, maintenant c'est corrigé, donc c'est déjà ça. En plus, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une mauvaise décision d'avoir fait ça, parce que ça finalement mettait la personne qui gagnait le moins dans le couple dans l'obligation, limite, de demander à l'autre personne, ouais, est-ce qu'on peut pas changer, tu vois? Et donc il y a des personnes, elles n'osent pas, tu vois, de dire à l'autre, parce qu'elles vont dire: «Oui, mais pourquoi tu veux payer moins d'impôts? Oui, mais bon, quand tu gagnes 1 000 € et que tu dois mettre 10% dans les impôts, et quand tu gagnes 10 000 € et que tu mets 10%, certes, c'est plus important, mais ton reste à vivre sur tes charges, enfin, ça change tout». Donc voilà, donc c'est corrigé, merci le fisc. Donc du coup, si on reprend, on regarde ce qu'on rentre, tous les revenus, tous, ce qui est en dette. Ouais. C'est vrai qu'on oublie peut-être parfois cet aspect-là, de demander concrètement. Et ensuite, quelles sont les dépenses du foyer, parce qu'on réfléchit en tant que foyer. Et parfois, on fait un peu trop chacun de son côté, et on verra. Ouais, moi j'aime bien dire, ouais, vous êtes quoi? Vous vivez en parallèle? Je sais pas si tu te souviens de la de la définition qu'on nous apprend au CP, ou je sais plus, ou en primaire, là, on dit les parallèles, c'est deux lignes qui ne se touchent jamais. Tu vois? Et donc, en fait, c'est vraiment les finances en parallèle, et ça, je vois pas l'intérêt d'être en couple si c'est finances en parallèle. Pourquoi, en fait? Ok. Mais donc, si on veut commencer à faire son petit budget familial et réfléchir à ça, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Oui. Ensuite, comment est-ce qu'on répartit? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a une recette miracle de dire c'est comme ça, ou il y a plein de façons de moduler? Moi, en tout cas, la façon que moi je recommande, c'est justement de ne pas se répartir les dépenses. Tu sais, genre, toi tu payes l'électricité, moi je paye les courses, machin, etc. C'est plus de dire, comme je disais tout à l'heure, on est un foyer, nos dépenses, ça représente telle somme, que ce soit 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, peu importe. Et en fait, chacun va contribuer à hauteur de nos moyens dans ce pot commun.
Voilà. Donc, je vais dire, dans 90% des cas, ça fonctionne. Après, il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, des personnes qui disent oui, mais moi, mon copain, il gagne moins, mais il a déjà un gros patrimoine, donc c'est pas juste si moi je paye plus dans les choses du quotidien qui finalement sont pas ne sont pas du patrimoine. Je crée pas de patrimoine en payant des courses. Voilà. Donc après, il y a toujours des ajustements à faire au sein du couple. Et puis peut-être aussi, il y a des dépenses qui sont considérées comme 100% perso. Je sais pas si tu es fanatique de moto ou fanatique de maquillage. Bon, là, je fais des trucs hyper Genre, clichés, tu vois. Mais bon, bref. Mais peu importe, passion A, passion B. Et puis, ça, tu le fais sur ton budget perso, sur ce qui te reste. Mais vraiment, pour les choses qui sont en commun, qui bénéficient au foyer, même si c'est ta voiture, mais si on transporte nos enfants dans cette voiture, que ça les amène à l'école, etc., je vais pas dire, ah ben non, c'est ta voiture, c'est toi qui payes l'assurance, c'est toi qui payes, voilà, sauf le crédit, puisque c'est la personne la qui personne, rembourse. voilà, Parce et que qui ça lui appartient. qu'elle possède la voiture. Voilà. Alors, s'il y a une famille qui écoute là cet épisode et qui a envie de reprendre la main sur son budget, qui a déjà fait ça, là, qui a déterminé les revenus, les choses qui sortent, ce serait quoi les 3 actions, tu vois, concrètes qu'elle pourrait là mettre en place pour commencer un peu à sortir la tête de l'eau parce que vivaient au jour le jour, ils épargnaient rien et c'était très ric-rac à la fin de chaque mois. Ben, déjà, dans les sorties, ne pas oublier les sorties ponctuelles. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les faux imprévus. Dans ton budget mensuel, en fait, il faut que tu aies inclus les choses qui sont pas mensuelles. Et ça, c'est un petit exercice. Par exemple, tu vois, le centre aéré, le centre de loisirs, bah, les mois où il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de centre de loisirs. Et donc, du coup, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas une dépense mensuelle. Ben si, en fait, tu essayes de faire ton estimation sur l'année. Le centre de loisirs, ça va me coûter tant de, je sais pas combien, peut-être en milliers d'euros, je sais pas. Ça va me coûter X. Ben, je le divise en 12 ou en 10. C'est encore mieux. Si tu as de la marge, c'est mieux de diviser en 10 parce que ça sera un peu plus important. Et en fait, entre les mois où il n'y aura pas le centre et les mois où il y aura le centre, ça va finalement s'équilibrer. Et un autre point aussi qui est important pour les parents, c'est d'avoir un budget pour les enfants. Parce que le problème, c'est que souvent, le budget pour les enfants, et au-delà de budget, je dirais même d'avoir un compte pour les dépenses enfants. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est le parent qui va être plus souvent avec les enfants. Bon, en règle générale, c'est la maman, mais bon, ça peut être aussi le contraire. Moi, j'aime bien. Moi, c'est mon père qui m'a élevée, parce que ma mère elle est décédée quand j'étais petite. Donc, j'ai pas du tout ce truc de ah, c'est les mamans qui font ça, c'est les papas qui font ça. Moi, c'est le papa qui a tout fait. Mais c'est pour dire que voilà, le parent qui passe le plus de temps avec les enfants, bah, finalement, c'est lui ou elle qui va le plus penser à ah bah faut racheter, j'ai vu que les chaussettes, il y a plus de chaussettes ou que les pantalons sont râpés au niveau des genoux, ces trucs, c'est ce genre de choses-là. Et finalement, bah, souvent c'est les mamans, elles vont faire les petites dépenses pour les enfants. Sauf que ces petites dépenses pour les enfants, si tu les accumules sur l'année, ce sont pas des petites dépenses. Et donc ces dépenses-là, c'est important qu'il y ait un budget dédié pour les enfants, à la louche, bien sûr. Les gens qui écrivent les centimes, alors 22 € et 33 centimes, ça sert à rien. Ça va pas changer le cours de votre vie financière. D'arrondir et de se dire, ben voilà, pour les enfants, centre, plus cantine, plus nounou, plus un peu les fournitures, les vêtements, etc. Bah, ça nous fait tant. Et peut-être s'il y a un conseil que je pourrais donner, simple, par rapport à mon conseil de tout à l'heure, c'est de toujours faire à la louche. Tu vois, de pas essayer d'être ultra précis. Parce que ça sert à rien. Ça sera jamais exact, en fait. Donc, comme ça sera pas exact, faites un truc à la louche et après, vous ajustez. Peut-être qu'avant, vous considériez que vous avez peut-être besoin de 120 € et finalement, c'est que 100 €. Bon, si vous arrivez à mettre 120 €, il vaut mieux rester à 120 €. Mais si on voit qu'à chaque fois, il faut remettre un petit peu au pot, etc., peut-être qu'il faut passer à 130, 140, 150. Voilà, mais le faire à la louche, j'ai une team que j'aime bien embêter dans mes abonnés, je leur dis la team centime, qui veulent toujours regarder dans les détails, qui veulent essayer de gratter 1 € par-ci, 1 € par-là. En fait, ça prend tellement d'espace dans la tête pour des gains qui sont vraiment minimes. Moi, je préfère quand les gens passent du temps à finalement se dire comment je peux trouver une solution vraiment pérenne pour essayer d'améliorer ma situation financière plutôt que 1 €, 1 €, 1 €.
Les gens, je comprends que ça leur donne l'impression qu'ils ont gagné quelque chose, mais ce temps-là qu'ils sont allés à chercher ce petit truc-là, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de négocier sur un contrat ou d'essayer de négocier au travail pour avoir cette augmentation qu'on ne donne pas depuis X années. Voilà, c'est plus l'énergie, voilà, Où on la met. l'efficacité. Voilà. Donc, en gros, on reprend on essaie d'avoir un compte commun pour les enfants, si c'est gérable pour les deux parents, et de prévoir avec un petit peu de marge sur le budget qu'on alloue aux dépenses pour les enfants pour pas avoir à remettre, comme tu dis, au pot en permanence. Parce que sinon, on perd du temps, on est stressé, j'imagine, parce qu'on se dit, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Et en plus, on peut payer des ajouts, enfin, on peut avoir des découverts avec des... Après, on n'est pas obligé de prendre un compte où il y a découvert. C'est mieux de prendre des comptes où, justement, il n'y a pas de découvert. En plus, maintenant, tu sais, avec tout ce qui est néobanque, etc., ou les banques en ligne, tu peux facilement paramétrer ton truc, il n'y a pas de découvert. Ou carrément, souvent, dans les néobanques, tu n'as même pas la possibilité d'en avoir. Tu as les comptes partagés aussi, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir un compte joint. Mais c'est un compte où il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir accès. Tu peux avoir plusieurs cartes bleues, tu vois, pour faire les courses dessus. Tu sais, t'as pas besoin de « Ah, mais j'ai oublié la carte bleue. » Tu sais, maintenant, avec le téléphone... Voilà, moi, par exemple, pendant un moment, comme mon fils, il était mineur, il pouvait pas être sur une néobanque. Donc, ma carte de néobanque était et dans mon téléphone et dans son téléphone. Et du coup, quand il faisait des... Parce que mon fils est grand. Donc, quand il fait... Oui, il n'a pas 4 ans. non, voilà. Dire. Donc, quand il fait un ado. Voilà, donc avant de rentrer, oui, maman, t'as besoin de quelque chose? Ouais, prends-moi ça. Bah, il paye avec son téléphone, et même s'il n'a pas la carte physique. Voilà, on n'est plus dans les années 90. Enfin, il faut aussi profiter des avantages qu'on a avec la technologie actuelle. Est-ce qu'on peut se permettre, en 2026, d'avoir aucune éducation financière? Non. Malheureusement, non. Parce qu'en fait, on voit qu'économiquement, clairement, la situation, elle se tend. Et quand tu n'as pas d'éducation financière, tu peux prendre des décisions qui vont finalement plus t'enfoncer qu'autre chose. Par exemple, depuis quelques années, tu as le truc de faites vos courses aujourd'hui et payez dans 2 mois ou 3 mois. Sauf que dans 2 ou 3 mois, tu devras aussi faire tes courses. Et tu devras payer 2 courses. Et en fait, tu vas dans une course en avant ou en arrière, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est vraiment c'est des pièges. En fait, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, c'est vraiment très, très, très difficile de s'en sortir. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'argent, c'est un peu comme une voiture. Alors, je fais beaucoup d'analogies avec les voitures parce que je travaille dans l'automobile. Ouais. Et en fait, dans la voiture, tu vois, quand tu es en première vitesse, ça prend beaucoup d'essence, beaucoup d'énergie, parce que comme le véhicule, il est statique, du coup, ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour le faire bouger. Et quand tu passes la deuxième, la troisième, et puis tu vois que quand tu es en quatrième, cinquième ou sixième, si vous avez des voitures puissantes, huitième vitesse, bref, t'appuies juste un tout petit peu sur l'accélérateur et tu as une grosse accélération. Et bien, l'argent, c'est pareil. Et donc, il faut éviter au maximum. Bien sûr, je suis consciente, hein, je dis pas, tu sais, c'est pas une baguette magique, oui, j'ai de l'éducation financière et j'aurai plus de problèmes financiers. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais simplement de comprendre que des fois, en faisant certaines erreurs, on revient au point mort et ça demande 10 fois plus d'énergie de redémarrer la voiture. Et c'est pour ça que quand on est au feu, normalement, quand on fait un peu conduite éco, on essaye de pas rétrograder pour pouvoir repartir plus facilement. Là, c'est la même chose. Il faut essayer au maximum de ne pas rétrograder. Donc, soit en coupant certaines choses, et je comprends, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais quand tu n'as pas d'argent, du coup, ça veut dire que tu n'as jamais de plaisir, etc. » Mais les difficultés financières qui vont s'annoncer après ça, ça sera même plus question de est-ce que j'ai des plaisirs ou pas. Et c'est dommage. Après, ce que je dis, c'est souvent mes conseils, c'est pour des personnes qui ne sont pas en situation de précarité, etc. Pour les personnes qui sont en situation de précarité, il faut vraiment avoir recours aux services sociaux pour voir s'il y a des aides, s'il y a des... je ne sais pas si ça existe, les coupons ou des choses comme ça pour faire les courses. Mais il faut vraiment au maximum essayer de ne pas céder des outils financiers liés à la consommation et à la surconsommation parce que ça ne va pas vous rendre service. En gros, si on n'a pas du tout d'éducation financière, le risque, c'est qu'on fasse que des mauvais choix et qu'on mette le doigt dans un engrenage qui va nous pénaliser sur du long terme. Oui. C'est ça. Oui. Et ça correspond à quoi quand on parle d'éducation financière? Parce que c'est vrai que, tu vois, là, j'utilise ce terme.
J'ai été à l'école comme tout le monde. Je crois pas avoir reçu d'éducation financière à l'école. Si, t'as fait des cours de maths, normalement. Voilà, exactement. Mais après, je suis allée en littéraire, donc j'ai pas fait d'éco, tout ça, donc j'ai vraiment jamais vu ça. Ça veut dire quoi, avoir une éducation financière, tu vois? C'est une très bonne question, parce que c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers, je pense. Moi, j'aime bien dire que l'éducation financière, c'est comprendre comment fonctionnent les différents instruments financiers, que ce soit la banque, le crédit. Quand je dis le crédit, il y a le crédit immobilier, le crédit conso, c'est quoi le crédit revolving. En fait, tous ces outils, finalement, qu'on te met à disposition tous les jours. Tous les jours, tu as ta pub, avec cette carte, machin, payez maintenant, payez en X fois, tous les jours. Même des trucs à 20 balles, on va te dire, payez-le en 4 fois. Et ces choses-là, tu vas les utiliser sans comprendre finalement les implications. Là, il y a une étude qui est sortie qui disait que l'endettement des 18-25 ans, il y a plus 65 ou 63%, je ne sais pas, de surendettement chez les jeunes. Donc de 18 à 25 ans. Et ça, c'est quoi? C'est toutes les sociétés où, dès que tu vas sur un site internet, tu veux acheter une culotte à 5 balles, on va dire est-ce que tu veux la payer en 4 fois. Sans que les gens comprennent que, d'une part, c'est un crédit. Payer en 4 fois, c'est pas juste on t'a divisé la note en 4. Tu as des frais de dossier, tu as toutes ces choses-là, t'as des taux d'intérêt. Et, et donc, c'est comprendre au moins comment ça fonctionne. Après, c'est pas devenir trader. Un trader, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études en statistique, en maths, en éco, en machin. C'est pas l'image du mec un peu smart, machin, qui se la pète en costard, etc. C'est des gens ils en ont dans le ciboulot. Hein. C'est pas, tu te lèves pas un matin et tu deviens trader, même si eux, ils donnent l'impression que c'est facile. C'est pas facile. Mais les bases, l'éducation financière, les bases, c'est quoi un salaire, c'est quoi le brut, c'est quoi le net, enfin plein de choses qui pourraient être, pour moi, qui devraient faire partie de l'éducation civique, en fait. Parce que c'est quoi le risque après sur le long terme? Tu vois, là, je te dis, on est en 2026, ce contexte, il est particulièrement intense et difficile pour beaucoup de familles. Je le disais tout à l'heure, ça fait partie d'une des raisons du fait qu'il y a un taux de natalité qui a baissé, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'avoir des enfants. C'est quoi le risque de se priver d'éducation financière de base? Le risque, en fait, c'est de se faire bouffer par le système. Hein. Moi, j'ai envie de dire ça parce que finalement, quand tu regardes à la télé, ou même sans regarder, même pour les gens qui ne regardent pas la télé, mais sur les réseaux, il faut avoir le dernier téléphone, il faut avoir un SUV, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut voyager à je ne sais quelle destination plus ou moins éloignée, il faut aller au restaurant, tu as Uber. En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de dépenser son argent et c'est tellement chiant de ne pas dépenser son argent. Moi, la première, par exemple, Uber, bon, là, j'ai vraiment, enfin, je dis Uber, bref, livraison à domicile. Avant, on n'avait pas ça. Quand on a eu ça, c'était, dès que tu as la flemme de cuisiner, j'ai trop la flemme de cuisiner, je vais me faire livrer quelque chose. Avant, tu te faisais juste livrer par la petite pizzeria en bas de chez toi, machin. Mais maintenant, tu as accès à un éventail, toutes les cuisines du monde, tu peux te faire livrer chez toi en 15 minutes. Et c'est la facilité, c'est la praticité. Mais ce qu'on oublie, c'est le coût. Parce que quand tu fais le total, en plus avec tous les frais que tu payes, etc., finalement, tu te retrouves à dépenser l'équivalent de une moitié ou carrément la totalité de ton budget course. Mmh. Et sans te rendre compte. Sans te rendre compte, parce que c'est par petits bouts. Mmh. Tu vois, ça va être 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Je dis, c'est pas grand-chose, 20 euros. Mais à la fin du mois, si tu as fait 10 commandes, tu vois que finalement, avec 200 euros de courses, tu peux t'en sortir correctement. Ça te fait une bonne partie de tes courses. Mais ça ne te fait pas que 10 repas. Et voilà, ça te fait pas que 10 repas, largement. Quand le midi, le soir, t'en fais plein, quoi. Et des fois, même mieux, parce que tu sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas les sauces bizarres où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais l'éducation financière, quand même, pour en revenir à ton point, ça va pas empêcher l'inflation d'arriver. Tu vois. Et quand, justement, à l'époque où on avait fait la première interview, il y avait des gens, je leur disais, faites attention pour votre retraite et tout ça. Non, faites attention parce que vous voulez pas aller chercher j'aime bien dire, vous voulez pas aller chercher votre euro-respect, vous voulez pas négocier vos salaires, vous machin, vous vous dites, c'est pas grave, je vais me serrer la ceinture. Finalement, 5 ans plus tard, t'es pas encore à la retraite,
Mais ton serrage de ceinture, il arrive déjà à sa limite. Et ça, il faut aussi le comprendre, qu'il y a des personnes qui font des choix que, même si je comprends les raisons, d'un point de vue économique, c'est un peu, je vais utiliser des grands termes, mais c'est un peu suicidaire. Tu vois, de décider, finalement, j'en ai marre de mon taf. Je parle pas des cas de voilà, burn-out ou harcèlement au travail, etc. Mais quelqu'un juste, ah, je suis plus inspiré par mon travail. Maintenant, je vais faire un petit job comme ça et ça ira mieux. Moi, je suis très peureuse. Je tiens à le préciser. J'aurais tellement peur de baisser mon salaire. Je me dirais, mais attendez, vous voyez pas les prix à la pompe, vous voyez pas les prix dans les magasins. Moi, je trouve que c'est limite effrayant, en fait. Parce que tu te dis jusqu'où ça va aller. Et on voit bien que les salaires, ça suit pas. Mais donc, la solution, c'est si on peut négocier son salaire, faisons-le. Tu encourages Ne vraiment. vous en privez pas. Mais en revanche, si ça, c'est pas une option possible, commencer à s'éduquer financièrement. Et donc, une fois qu'on a commencé à faire son budget, voir où est-ce que ça part, les dépenses qui sont peut-être inutiles là pendant quelques mois, de pouvoir les enlever. Ensuite, c'est de comment est-ce qu'on commence par épargner. Parce que tu l'as dit très bien dans l'épisode il y a 4 ans, qu'on ne commence pas par l'épargne de ses enfants quand nous-mêmes, on est dans une situation de fragilité. Tu l'as redit là. C'est ce que font plein de parents, hein, d'ailleurs, par amour, par bonne volonté. On commence par quoi dans ces cas-là? Où est-ce qu'on investit? Alors, déjà, avant d'investir, Mhm. il faut avoir l'épargne. Alors, moi, j'aime bien dire qu'il y a trois épargnes. Mhm. Et je dis les 3 P juste pour s'en souvenir. Donc, il y a l'épargne de précaution, que tout le monde connaît. Donc, c'est l'épargne vraiment pour les coups durs. Mais pas les faux imprévus dont on a parlé tout à l'heure. Les vrais coups durs. Tu perds ton travail et ton salaire, il fait moins 30% et tu as besoin de 100 ou 200 euros par mois en plus pour rester dans les clous, peut-être le temps que tu as juste ton budget. Tu as un décès dans ta famille, il faut que tu prennes un billet de train ou un billet d'avion là tout de suite, ou même pas un décès, mais quelqu'un voilà, qui est vers la fin. Voilà, ça, c'est les vraies urgences. Après, le deuxième P, donc on a dit précaution, le deuxième P, c'est provision. Donc les provisions, c'est tous les faux imprévus. C'est toutes les choses que tu peux prévoir à l'avance. Donc comme tu disais, ta révision annuelle, ça peut être le budget pour les fournitures pour la rentrée, le budget pour les vacances. Tout ça, ça rentre dans les provisions. Et le troisième P, c'est les placements. Et là, on investit. C'est-à-dire qu'on met de l'argent, on le place pour qu'il génère de l'argent. Les 2 premières catégories sont pas censées rapporter plus que ça. Tu mets ça sur un livret A, LDDS, peu importe, un livret quelconque, et c'est bon, tu vois. Mais pour la partie placement, là, on va aller chercher d'autres types de supports, que ce soit PEA, assurance vie. PEA, c'est un plan épargne en action. L'assurance vie, j'ai déjà dit. Et ou sinon, contre-titre ordinaire pour les gens qui veulent vraiment aller sur la bourse et avoir tout le panel d'actions, parce que sur le PEA, c'est resserré sur des actions françaises et européennes. Donc, ça, c'est les trois types d'épargne. Et donc, comment est-ce qu'on commence? C'est déjà, en automatique, commencer à épargner sur les 2 premières catégories. L'épargne de précaution et les provisions. Une fois qu'on a atteint, pas forcément 100% de son objectif d'épargne de précaution, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir 6 mois de salaire, c'est des montants... Enfin, le temps que tu mettes 6 mois de salaire, ça va prendre tellement longtemps. Mais en fait, il faut fonctionner par palier, de dire, voilà, une fois que... Imaginons une personne qui met 100 euros de côté tous les mois. Au début, tu mettras peut-être 50 euros sur précaution, 50 euros sur provision. Au fur et à mesure, ça monte. Et puis, quand tu arrives à peut-être 2000 euros épargne de précaution, là, tu vas commencer à baisser un petit peu. Au lieu de mettre 50, peut-être que tu mettras 30. Et tu vas commencer à mettre 20 euros sur un premier placement. Tu vois, donc en fait, c'est pas quelque chose de rigide. Tu sais, j'ai décidé, je mets 100 euros sur mon livret A et je vais mettre 100 euros sur mon livret A jusqu'à ce que j'ai 22 900 euros. La limite Le du plafond, livret A. tu vois, du livret A. Non, c'est une fois que tu es à peu près sécurisé. Après, ça dépend du train de vie de chacun et chacune. Mais voilà, une fois que tu es à 2 000 - 3 000 euros, tu peux commencer un petit peu à... Avant, je disais 1 000, 2 000 euros, mais maintenant, tout coûte tellement cher que je pense qu'il faut au moins être à 1 500, 2 000 euros avant de commencer à aller chercher. Et après, bien sûr, les investissements, c'est en fonction de son profil investisseur, investisseuse. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis.
c'est qu'il suffit de commencer avec 20 euros. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se Oui, stressent ou se privent parce qu'ils se disent il va falloir que je sorte 500 euros, ou je sais pas, un budget colossal pour ce qu'ils peuvent, alors qu'on peut commencer à épargner avec 20 euros. bah, même 10 euros, parce qu'en fait, le virement minimum, c'est 10 euros sur le livret A, par exemple. Donc, même avec 10 euros. Alors, bien sûr, avec 10 euros, oui, effectivement, à la fin de l'année, tu n'as que 120 euros. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, peut-être au début, je commence par 10 euros. Et puis ensuite, au fur et à mesure que j'arrive à réajuster mon budget, à retirer peut-être des choses ou à trouver la même chose moins chère, bah, peut-être que ça va passer à 20 euros et puis après, peut-être à 30 euros. Mais en fait, il faut pas attendre de se dire: «Ouais, tant que je peux pas mettre 100 euros tous les mois ou 200 euros tous les mois, je vais pas, faire de virement automatique». Il y a aussi les gens qui ont la capacité, et qui vont me dire: «Ouais, mais moi, je peux pas le faire en virement automatique». Parce que moi, tu sais, dans la méthode que je donne, c'est vraiment tout en automatique et je leur dis: «Mais pourquoi?» «Ouais, mais si jamais, le virement, il passe pas». J'ai dit: «Ouais, mais un virement de ton compte à ton livret, si déjà ça va passer parce qu'il faut le mettre juste après que tu reçoives ton salaire. Donc dans tous les cas, ça va passer. Je vois pas pourquoi ça passerait pas. Sinon, ça veut dire que ton salaire, il rembourse pas ton découvert ou enfin bref et donc du coup, là, tu as un problème, plus important, mais il faudra quand même que tu fasses des efforts et même si tu mets 100 euros et qu'à la fin du mois, tu as oublié que tu avais un petit truc à acheter, 20 euros, 30 euros, même 50 euros, tu récupères les 50 euros, c'est pas grave. Mmh. Mais au moins, il y a les 50 euros qui sont restés sur le livret et au fur et à mesure, ben, peut-être que tu y toucheras de moins en moins au fur et à mesure que tu réadaptes ton niveau de dépenses. Parce que aussi, le problème qui se passe, c'est que finalement, ben, avec l'inflation, et là, on va revoir l'inflation avec l'augmentation des prix à la pompe, etc. Bah, finalement, oui, tu as des montants qui vont augmenter. Peut-être qu'avant, tu faisais peut-être qu'en 2019, tu faisais, un restaurant par semaine. Ben, maintenant, en 2026, ça sera que, un restaurant, par, mois ou par 2 semaines. Mais tout le monde est obligé de ronger finalement sur ses dépenses. Et là où c'est difficile, c'est pour les personnes qui ont déjà, finalement, déjà tout mis, au cordeau. Et là, pour ces personnes-là, malheureusement, c'est pas l'éducation financière qui va changer quelque chose. Ouais, on est bien d'accord que ce que tu dis, tu as tout à fait conscience qu'il y a des gens, ils sont déjà au maximum de ce qu'ils ont pu optimiser, Oui. et que là, c'est injuste, en gros, dans la société dans laquelle on vit, et qu'il faudrait plus d'aide, et qu'il faudrait faire en sorte que les salaires soient élevés pour surtout les femmes, les mères célibataires, et qu'il y ait d'autres aides qui rentrent en compte. Exactement. C'est pas, on met pas la responsabilité sur les épaules d'une femme, d'une mère célibataire qui Pas du tout. a 3 jobs et qui ne peut pas s'en sortir. Oui, C'est pas oui, ça. non, pas du tout, Mm. pas du tout. C'est pas, en fait, il y a pas de formule magique, hein. Au Mhm. bout d'un moment, si tu es à sec, tu es à sec, tu vas pas non plus, arrêter, je sais pas moi, enfin, je vais pas dire aux gens: «Ouais, coupez votre chauffage», Mhm. au bout d'un moment, voilà, il y a aussi les limites, les maths, c'est un peu de la mécanique aussi, hein. Quand tu es à 0, tu es à 0. Le seul problème, c'est qu'avec les outils qu'ils te donnent, finalement, tu peux te retrouver en dessous de 0. Et c'est quand tu commences à passer en dessous de 0 et au fur et à mesure, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses et c'est très difficile de remonter. Mhm. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui cherchent à s'éduquer financièrement justement pour éviter ces pièges-là? Est-ce que c'est une demande, ou encore en France, Mmh. dans notre culture, on n'est pas câblé pour ça? Non, non, je pense que les gens bah, finalement, le contexte fait que tu peux pas à moins d'avoir vraiment d'être très confortable financièrement où tu peux te permettre d'être là, tu vois? De virevolter, dans la vie comme tel un papillon. Mais je pense que la plupart des gens, en fait, c'est un peu, bah, à l'époque des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des personnes qui se sont rendues compte finalement que, bah, avant avec le salaire qu'ils avaient, ils pouvaient, voilà, sans avoir une vie, faste, hein, mais avoir une maison, avoir une voiture, partir en vacances, l'été et peut-être une semaine en hiver, et qui se sont rendus compte: «Mais attends, je travaille du lundi au vendredi et je peux que payer des factures et machin». Et donc, bah, là, finalement, il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans cette catégorie de gens, bah, et qui travaillent et qui, ont moins de moyens. Mmh. Ce qui n'empêche qu'on peut quand même investir déjà 10 euros, et que dans ce que tu expliques, une fois qu'on a fait les 2 premiers P, Mmh mh. et que maintenant on veut placer, l'argent travaille Mmh. pour nous-mêmes,
Et parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent que c'est opaque et qui se rendent pas compte qu'on génère du revenu avec cet argent qui dort. Enfin, qui travaille, en Oui, fait. plutôt, Qui dort pas. pour le coup. Pour le coup, il travaille vraiment. Et que ça peut être aussi une vision long terme, parce que parfois, on n'a pas de vision long terme avec l'argent. On est vraiment, comme tu disais, au mois le mois. Oui, donc c'est clairement pour les placements, en tout cas pour les personnes qui veulent faire des placements sur les marchés financiers, on est sur du long terme. Les marchés financiers. Alors, à moins que vous ayez envie de devenir trader. Moi, je suis pas trader. donc voilà. Moi, je suis plus une mamie. Enfin, une mamie, à mon échelle, on va dire. Où c'est vraiment, je place de l'argent sur différents supports avec la vision de me dire, c'est de l'argent que je toucherai pas avant 10 ans, 15 ans. Enfin, voilà, où faut vraiment être... Et finalement, je me dis, ça fait peut-être... on a encore ouais, maintenant, ça fait 10 ans, tu vois, que j'ai commencé à investir. Et finalement, 10 ans, ça passe, ça passe hyper vite. Donc, faut pas se dire, ouais, 10 ans, c'est trop loin, etc. Mais par contre, bien sûr, les rendements sont pas garantis. Donc, c'est vraiment, faut avoir la vision, comme ils disent les jeunes. Faut avoir la vision de se dire, si ça continue sur la même tendance, sachant que quand on dit qu'on place à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand, surtout avec le président qu'on a actuellement aux États-Unis, qui fait des annonces à gauche, à droite, on est limite dans la manipulation de marché. On va faire ça, tout le monde commence à vendre, pour les prix baissent. Il y a des gens qui achètent en masse quand ça baisse. Et puis après, non, finalement, non. Les prix remontent. Et puis, il y en a qui revendent en ayant fait des belles plus-values. Alors que finalement, entre la première annonce et la deuxième annonce, le prix n'a pas bougé. Donc, tu as créé en fait une baisse de prix artificielle avec une annonce à la noix pour faire baisser les prix et donner un bon point d'entrée, donc un bon prix d'achat pour les personnes averties, mais dans le sens négatif de la chose, tu vois, pour les personnes qui savent que c'est une fausse annonce. Donc, pourquoi on place sur le long terme? C'est justement pour éviter de... Tu vois, dès qu'on voit que ça baisse, purée, ça baisse, je vends avant de perdre trop d'argent. Parce que malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de fausses. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, de ma fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fausses annonces pour justement créer des creux et des points d'entrée favorables, en fait, dans un marché où les prix sont quand même relativement hauts. Mais ils sont hauts par rapport à avant, mais on ne sait pas s'ils sont hauts ou bas par rapport à dans 10 ans, puisque on n'a pas de boule de cristal. Et donc, sur le placement à long terme, c'est quoi? C'est justement de se dire, je place... comme on a dit, vous n'avez pas besoin de placer 10 000 euros. Mais au fur et à mesure, peut-être je suis arrivée à 5 000 euros, disons, que j'ai placé 5 000 euros. Et il y a une grosse annonce où, par exemple, quand il y a eu le Covid, chute énorme des valeurs sur les marchés. Et si j'ai placé à long terme et que mon horizon de placement, ce n'est pas 2020, mais c'est 2025 ou 2030, et quand ça chute, je ne panique pas. Je ferme mon ordinateur, je ferme mon application sur mon téléphone et je vais regarder Netflix. Et j'attends 5 ans. Voilà, et j'attends 5 ans, comme c'était prévu à la base. Et donc, c'est vraiment pour laisser passer ces cycles qu'il faut placer sur le long terme. Et puis, le jour où on a besoin de l'argent, c'est pour ça qu'on dit qu'on place que l'argent dont on n'a pas besoin. Et donc ça, par exemple, c'est une notion pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière. La personne va te dire immédiatement, mais qui a de l'argent dont il n'a pas besoin? Mais c'est la même personne qui va potentiellement avoir 10 000 euros sur son livret A. Et tu vas lui dire, je sais pas, ça fait 15 ans que tu as 10 000 euros sur ton livret A. Tu n'as jamais utilisé les 15 000 euros ou les 10 000 euros. Tu as utilisé 1 000 euros par-ci, 2 000 euros par-là. Tu as remis, tu as enlevé, tu as remis, tu as enlevé. Mais donc, en gros, tu n'as utilisé que 5 000 sur tes 10 000. Donc, en fait, tes 5 000, tu n'en avais pas besoin. Et ceux-là, ils auraient pu être placés. Donc, c'est des petites nuances comme ça où c'est vrai que quand on n'a jamais entendu parler, ça peut te sembler bizarre comme phrase. Oui, placez l'argent dont vous n'avez pas besoin. On a tous besoin de notre argent. Oui, mais en fait, c'est pas tout le monde qui a besoin de tout son argent. Pas tout le temps, en tout cas. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu disais que tu étais peureuse. Et quand même, quand on commence à placer de l'argent, il faut prendre un petit risque. Oui. Il faut parier sur l'avenir et de se dire que ça va être rentable. Et c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que tu disais de ta personnalité. Oui, alors mais quand je dis je suis peureuse, c'est dans le sens je suis pas... T'es précautionneuse. Ouais, non, mais je suis pas une tête brûlée.
Tu vois, je vais pas être là, genre, j'ai 500 euros, je me dis, ah tiens, enfin, même 500 euros. Bon, il y a des personnes pour qui 500 euros, c'est beaucoup. Moi, c'est pas forcément beaucoup pour moi. Où je vais me dire, ah bah, je vais mettre 500 ou 1000 sur quelque chose. Mais je suis quand même rationnelle à la fin. Tu vois, je me dis, bah, de toute façon, même si ça baisse, parce qu'en fait, il y a aussi cette notion où les gens ils ont l'impression qu'ils vont, comme s'ils sont au casino, je vais mettre 500 euros et je vais perdre 500 euros. Non, mais quand ça baisse, c'est un pourcentage qui baisse. Donc finalement, si tes 500 euros, ils se transforment en 400 euros, il n'y a pas mort d'homme. Tu vois, si tu pouvais mettre ces 500 euros dont tu n'as pas besoin, si tu perds 100 balles, c'est pas grave. Et aussi, si tu attends, potentiellement, peut-être que tu vas pas les perdre, et peut-être même potentiellement que tu vas gagner 100 euros. Parce que c'est toujours la différence entre ton point d'entrée, ton prix d'achat et ton prix de vente. Tant que tu n'as pas vendu, la plus-value et la perte restent virtuelles. Et donc, moi, quand je dis que je suis peureuse, c'est dans le sens où je fais pas de all-in, où je mets pas des gros montants, tu vois. Je regarde des actions d'entreprises que je connais, où je me dis, bon, voilà, cette entreprise-là, normalement, elle va pas disparaître demain. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais je comprends que pour les personnes qui n'ont jamais placé sur les marchés financiers, qu'elles se disent, si tu prends du risque. Mais tu sais, le risque en France, c'est genre un truc de fou. Mais en fait, c'est la vie. Si tu prends pas de risque dans la vie, en fait, j'ai même envie de dire, aujourd'hui, c'est plus risqué de ne pas prendre de risque que de prendre du risque. Parce que quand tu vois l'inflation et que tu as ton livret A qui te sert, alors je sais pas, ça a changé il y a pas longtemps, 1% ou 75, 0,75, ou je sais plus c'est combien, mais bref, c'est nada, tu vois. Bah, ton argent, essaie de transformer votre argent en baguette. Tu vois, avant, quand tu avais 100 euros, tu avais 100 baguettes. 10 ans plus tard, avec tes 100 euros, tu n'as plus que 80 baguettes. Donc, tu t'es appauvri en baguettes. Sur le livret A. Voilà. Tu t'es appauvri. Puisqu'avant, tu pouvais acheter 100 baguettes, maintenant, tu ne peux plus acheter que 80 baguettes. Et les gens, en fait, ne voient pas... En fait, pour eux, ils voient juste qu'ils ont 100 euros. Mais tes 100 euros, il faut que tu les transformes en quelque chose de la vraie vie. Parce que l'argent, c'est faux en soi. Tu vois ce que je veux dire? Transforme-le en pack d'eau. Tu vois qu'avant, tu pouvais acheter X pack d'eau avec 100 euros. Maintenant, tu ne peux plus en acheter que 80% de ce que tu pouvais en acheter avant. Et c'est arriver à se dire que finalement, il vaut mieux que je prenne, alors pas du risque sur 100%, comme j'ai dit, il faut garder son épargne de précaution, il faut avoir des provisions pour ses projets à court terme, etc. Mais de se dire que finalement, mes 10 000 euros ou mes 20 000 euros que je garde très précieusement sur mon livret A, aujourd'hui, ça m'achète une voiture, et dans 10 ans ou dans 15 ans, ça m'achètera juste 4 pneus. Et j'aurais perdu de l'argent. Parce que le coût de la vie, aujourd'hui, il n'a pas l'air de vouloir... et en plus, même... Ce qui est un peu horrible, c'est que même nous, on ne veut pas que les prix baissent. Parce que si on rentre en déflation, ça veut dire que nous aussi, nos salaires, on ne peut plus nous les payer. Enfin bref, l'économie, c'est un peu compliqué. Le budget, moins compliqué. Mais l'économie impacte sur le budget et la façon dont on épargne. Donc là, quand on a fait les 3 P, Ouais. qu'on est capable du coup maintenant de placer un peu d'argent pour soi, qu'on a bien constitué son épargne de précaution et sa provision, Oui. est-ce qu'à ce moment-là, c'est opportun de se dire maintenant, je vais épargner pour mes enfants et je vais commencer à placer pour mes enfants? Alors, moi, j'ai une position assez, on va dire, peut-être dure sur l'épargne pour les enfants. Mais en tant que parent, moi, j'estime que je n'ai pas besoin d'épargner au nom de mon enfant. Parce qu'il faut faire la différence. Tu peux épargner pour les projets de ton enfant, mais épargner au nom de ton enfant, ce sont 2 choses différentes. Parce que déjà, les gens ne comprennent pas que l'argent de leur enfant, ce n'est pas leur argent. En fait, les gens disent oui, mais c'est des petits montants, etc. Mais en fait, imaginez-vous que pour chaque euro que vous donnez à votre enfant, c'est l'équivalent d'1 million. Voilà, c'est 1 million. Est-ce que vous trouveriez ça normal que 15 jours avant que votre enfant ait 18 ans, vous lui retirez 1 million de son compte en banque? Non. Donc, finalement, l'argent qui va aux enfants, donc sur leur compte avec leur nom, il faut que ce soit de l'argent qu'on soit prêt à voir partir en fumée. Il y a toujours des gens plus malins que les autres qui vont dire « Non, mais moi, mon enfant, je vais lui donner l'éducation financière, il ne va pas faire n'importe quoi. »
et pour ce que les autres parents, ils n'ont pas essayé de donner des bonnes valeurs à leurs enfants. Ton enfant, il a 18 ans. Son cerveau n'est pas fini. Il ou elle est encore bête et c'est normal. Nous aussi, on était bêtes à 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas s'imaginer avec notre esprit de trentenaire ou de quarantenaire que à 18 ans, en fait, t'es teubé, en fait. T'es un mec, moi je dis un mec parce que moi j'ai un garçon, tu vois. Imagine-toi, il te trouve une petite copine et tout, il a envie de l'impressionner, il a 20 000, 30 000 euros sur son compte, ou même si c'est que 3 000 euros, tu vois. Et il se dit, tiens, je vais lui acheter un sac à 3 000 euros pour l'impressionner. C'est une bonne intention. Mais Avec à 18 l'épargne que t'as faite, toi. que toi t'as pris, Toute je sais ton pas combien enfance. d'années, et il va aller dépenser ça pour donner ça à une copine dont tu vas pas avoir, t'auras plus de nouvelles d'elle dans 3 semaines. Donc, moi, je pars du principe que, oui, j'épargne pour les projets de mon enfant. C'est-à-dire que demain, s'il me dit, je vais faire mes études à l'étranger, je veux passer mon permis, etc. Oui, bien sûr, je vais contribuer, je vais payer des choses. Parce qu'on dit, oui, mais c'est ton enfant, tu peux l'aider. J'ai pas dit que je veux pas l'aider. Je veux juste qu'à 18 ans, il trouve pas des milliers d'euros sur son compte et qu'il fasse n'importe quoi avec. Bien, donc, par contre, tout ce qui est l'argent des tatis, des tontons, des grands-parents, etc., et qui va directement sur le compte de l'enfant, oui, on lui laisse. Mais moi, pour moi, après vous faites comme vous voulez. Après, il ne faudra pas venir pleurer. Mais moi, mon fils, bien sûr, il a de l'épargne. Mais la majorité de l'argent que j'ai mis de côté pour lui, c'est à mon nom. Et le truc, c'est quoi? C'est que si jamais... Moi, la chance que j'ai eue, j'ai pas eu de problème au cours des 18 dernières années, j'ai pas eu de problème financier majeur. Mais par exemple, pour un parent qui se retrouve dans une situation difficile, par exemple une séparation, et il faut que... t'as besoin d'argent quand tu te sépares, tu dois payer une caution, payer des meubles, ce genre de choses. Tu peux pas te retrouver, toi, t'as 2 000 euros sur ton livret A et ton enfant, il a 3 000 euros. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras acculé, tu vas aller prendre cet argent-là en disant ouais, je vais le rembourser plus tard, etc. Mais retire-toi en fait ce problème-là. Et cet argent-là sur ton compte à toi, quand on a besoin, tu l'utilises. Et le jour où tu n'en as pas besoin ou le jour où tu veux faire plaisir à ton enfant, tu veux l'aider dans un projet, il veut monter sa boîte, il veut faire... je sais pas, ou même tu veux lui faire un premier petit investissement, genre une place de parking, etc. Tu lui fais une petite donation, il fait son truc et c'est fini. Tu vois? Mais pourquoi en fait partir du principe... Surtout quand c'est des... Des fois, j'ai des abonnés qui me disent des trucs. Oui, non, tu vois, tu vois un peu sur les photos de profil, tu vois, les enfants, ils ont 3-4 ans. Je dis, mais qu'est-ce que t'en sais que ton enfant aura la tête sur les épaules à 18 ans? Tu le sauras pas. Mais bon, après, chacun subira les conséquences de ses choix. Moi, j'ai une épargne pour mes enfants à leur nom. D'ailleurs, c'est mon mari qui leur a fait à leur nom. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis d'avoir aussi... on n'est pas obligé de mettre 10 000 euros d'ailleurs sur l'épargne à leur nom. On peut commencer un petit truc. Oui, non, Et bien sûr. d'avoir aussi un côté, un vrai compte, comme tu dis, où on peut aller puiser si nous, on est dans une problématique importante et qui sera réservée à leur projet. Ça peut être aussi, je sais pas, leur permis de conduire, qui va coûter cher, les études à l'étranger peut-être. Une première voiture, un mariage, un premier investissement. Enfin, ça peut être des sommes beaucoup plus importantes. En fait, moi, ce que j'aime pas dans le truc de ouais, je mets de l'épargne de côté pour mes enfants, c'est que souvent les gens, ils le font soit par culpabilité, soit parce qu'ils ont déjà des projets pour cet argent-là. Et en fait, vous ne devez pas avoir de projet pour cet argent-là. C'est pas le vôtre. Voilà, c'est pas ton argent. Et si ton enfant il a envie de faire un pèlerinage dans la forêt amazonienne, faire un truc de chaman ou je sais pas quoi, en fait, tu pourras pas être déçu. Faudra pas être déçu. Si l'argent il disparaît, une abonnée elle m'a dit, il y a une de ses amies quand elle était plus jeune, elle a reçu je sais pas combien d'argent. Bref, c'était pas une somme énorme. Hein. Elle a invité tous ses amis au restaurant avec cet argent-là. Genre, allez-y, c'est moi qui régale. Et la mère, elle était dégoûtée. Mais pourquoi t'es dégoûtée, en fait? En fait, il faut pas être dégoûté. Il faut accepter ce que l'enfant va faire avec et pas essayer de dire « Oui, mais tu sais, j'avais mis ça de côté pour ton permis, machin. » Si vous commencez à rentrer dans des discussions comme ça, c'est que vous n'avez pas compris le concept. C'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve. Parce que c'est vrai que moi qui ai des enfants petites, on se rend pas compte de comment ça va être. J'ai aussi mon propre prisme où moi, quand mes parents avaient épargné pour moi, j'en ai fait bon usage pour ma carrière, pour partir à l'étranger. Mais c'est vrai que
Tout peut arriver à 18 ans. Et en plus, j'aime bien ce que tu dis comme notion de euh, c'est leur argent, en fait, on n'a pas à décider quoi ils vont l'utiliser et on n'a pas à être déçu ou autre. Oui, C'est pas pour nous. c'est plus Vu que notre... ce En n'est fait, plus c'est notre plus notre argent, argent. du moment où on l'ouvre à leur nom, c'est plus notre argent. Voilà. Ouais, mais c'est... Du moment que tu es Et je pense que confortable tu as avec raison ça, qu'on oublie cet aspect-là. parce que je vois déjà le côté parent. Mais attends, tu vas pas acheter une paire de chaussures à 500 € quand même, t'en as pas besoin, elles sont moches. Bah, c'est mon argent. Voilà. Pour terminer la conversation, il y a un aspect aussi dans les budgets familiaux qu'on néglige complètement et je m'en suis rendu compte parce qu'avec mon mari, on a eu cette discussion exacte ce week-end de s'il y a un problème pour l'un ou l'autre en tant que parent, s'il y a un accident, une invalidité, un décès, comment on gère l'argent derrière? C'est une discussion qu'on doit avoir très Oui, tôt. bah, qu'il faut avoir... en fait, il faut... En fait, ce que je veux dire, ça va peut-être te sembler un peu bizarre, mais c'est plus important pour les personnes qui sont célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Ok. Avec enfant, tu veux Oui. dire. Ok. Parce que quand tu es en couple, et surtout de Marié. surcroît quand tu es marié Mhm. ou pacsé, les gens qui sont en concubinage, courage à vous. Au moins, quand tu es pacsé ou marié, le couple a une existence légale. Donc la personne, elle est reconnue comme étant le conjoint, la conjointe, le ou la partenaire de Pacs. Et donc, elle a en soi des droits Une protection. et une protection, Mhm. mais aussi des droits. C'est-à-dire si t'es pas encore morte, tu vois. La personne, elle peut avoir accès à tes comptes, à machin, pour gérer, tu peux avoir une délégation, etc. Le problème quand tu es célibataire, quand tu es maman célib, par exemple, qui va faire ça? Donc, il y a un document dont je parle, j'ai fait un post dessus il y a pas longtemps, mais à chaque fois j'oublie le nom, c'est les mandats de protection future. Je crois que c'est ça le terme, mandat de protection future. En gros, dans ce document, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire si jamais je suis plus en condition de prendre des décisions. Alors souvent, c'est les personnes âgées qui font ça, parce que bah, la sénilité, etc. Mais en fait, nous aussi, les personnes plus jeunes, on doit aussi le faire. Parce que personne n'est à l'abri d'une maladie qui te plonge dans le coma, un accident ou ce genre de choses où tu ne sois plus en capacité de prendre des décisions. Et en fait, dedans, tu vas nommer, en tout cas expliquer comment tu veux qu'on gère tes... Tu vas nommer une personne pour dire, bah, toi, tu vas administrer, par exemple, la partie patrimoniale et toi, tu vas administrer, par exemple, la vie de tous les jours. Donc, c'est la personne qui va décider est-ce que... Enfin, tu vois, s'il faut prendre un prestataire pour s'occuper de toi, enfin, des choses de la vie du quotidien. Et donc, pour revenir à ta question, si jamais il arrive quelque chose à l'un ou l'autre, déjà, ça se prévoit. Donc, là, on a parlé de la partie administrative avec le mandat de protection future. J'espère que je ne me trompe pas, hein, vous chercherez sur Internet le vrai nom, mais normalement, c'est un truc comme ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est prévoyance. Donc, déjà, par exemple, quand on est propriétaire, on est vachement plus protégé. Parce que si tu es vraiment en invalidité totale, par exemple, tu vas avoir ton assurance qui va prendre le relais. Si tu décèdes, tu vas avoir ton assurance qui prend le relais. Quand tu es locataire, il n'y a personne qui prend le relais. Sauf si tu as d'autres types de prévoyance, donc type assurance décès, par exemple, ou tu as d'autres assurances qui peuvent te prendre en charge aussi si tu as selon ton niveau d'invalidité, qui peuvent te verser un capital qui va t'aider justement au moins à tenir le coup le temps de reprendre tes marques, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et on en revient à la première question que tu m'as posée quand tu m'as dit quand on commence une discussion sur l'argent, il faut qu'on parle de la partie dette patrimoine. Parce que justement, le jour où tu n'es plus en capacité de prendre des décisions, soit parce que tu es toujours vivante, mais voilà, et que tu peux plus parler, ou que tu peux plus prendre des décisions, ou que carrément tu es décédée, il faut que toutes ces choses-là, elles soient claires. Il faut que la personne, elle sache que, même que tu as ne serait-ce que tu as une assurance décès, pour aller demander l'argent, tu vois. Il faut qu'elle sache que tu as un compte à gauche, que tu as un compte à droite, que tu es propriétaire de X biens, même si c'est qu'un seul ou si c'est plusieurs. Toutes ces choses-là, faut vraiment... La transparence, c'est hyper important parce que, t'imagines, déjà, tu es dans une détresse émotionnelle. La personne avec qui tu as fait ta vie, le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, elle est au bord de la mort ou décédée. Déjà, ton cerveau, il fonctionne plus. Tu es sous le choc. Et en plus, il faut que tu commences à te mettre dans des papiers, à découvrir des trucs, découvrir des dettes, découvrir...
Enfin, c'est trop. C'est trop. Et rien que pour ça, normalement, en fait, il faudrait avoir cette transparence dès le départ, de se dire, ben, en fait, la situation, elle est comme ci, comme ci, comme ça. J'ai pris tel et tel contrat de prévoyance. En plus, des fois, tu as plein de petits trucs. Moi, je sais que j'ai un contrat, genre, je paye 2 euros par mois dans ma banque et ils vont donner l'équivalent de ce que j'ai en encours. Ils vont le donner en tant que capital, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça, entre guillemets, qui servent à rien tant que ça sert à rien. Et qu'il faut connaître pour pouvoir, comme tu dis, le débloquer ou Les le débloquer. demander Voilà, si on a en cas de nécessité. exactement. Donc en gros, tu recommandes, on fait un papier, on écrit tout. Même nous, on s'est dit avec mon mari, c'est vrai que les codes, Ouais. les codes d'accès, où est-ce que c'est, quel site, quelle banque, quel Moi, j'ai un type papier. de produit, on n'a jamais fait. Et on s'est dit, bon, c'est pas qu'on veut qu'il nous arrive un truc, mais effectivement, t'as pas envie d'aller chercher ce type d'informations quand t'es dans une Et puis, détresse émotionnelle. t'as pas les codes. En fait, Oui, quand je dis t'as pas les comprends pas codes, je tout. parle pas Ah des non. codes, je parle des codes d'accès. T'as pas les codes d'accès, tu peux rien faire, en fait. Et moi, en fait, je vivais longtemps seule. Là, je me suis paxée il y a pas longtemps, mais avant, je vivais seule. Et c'était mon frère. En fait, j'ai écrit une lettre à mon frère où j'ai dit, bon, il s'appelle Axel, j'ai dit, bon, Axel, si tu lis cette lettre, c'est que ça va pas bien. Mais bon, voilà les informations dont tu auras besoin. Et en fait, je liste tout, le contact des RH au travail, enfin, toutes les choses que s'il m'arrive que je peux plus parler, bah, qu'il y a au moins toutes ces choses-là qui soient réglées. Puis là, on parle sur les trucs des parents. Finalement, tout ce qu'on fait aussi, c'est pour, finalement, quelque part, essayer de laisser quelque chose à nos enfants. Donc, s'il doit nous arriver quelque chose, il faut qu'ils étaient... Là, mon fils, il a eu 18 ans, donc il faut que... Je vais pas encore préparé, mais on va faire un petit genre de... comme une presse, tu vois, où je vais lui expliquer, bon, bah voilà, le patrimoine de maman, n'essaye pas de me tuer. Mais pour lui expliquer, tu vois. Parce que si tu me tues, t'as le droit à 1 million d'euros Ouais. dans l'assurance. Donc, mais voilà, qu'il soit au courant, parce que maintenant il a 18 ans, et qu'il soit au courant, voilà, des différentes choses. Et c'est important. La transparence, c'est important. Trop intéressant. Je pense que ça va déclencher quelques discussions dans les familles pour nos auditeurs et auditrices. Et vous auriez raison, parce que vraiment, nous, on s'est rendu compte, c'est peut-être parce qu'on approche la quarantaine, tu sais, on se fait vieux, comme toi, t'as dit. Ah ouais. Je rigole. Moi, j'ai déjà 40 ans, donc c'est bon. Je plaisante. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellée avec mon mari. Je dis, mais en fait, je sais même pas. Je sais ce qu'il a, mais où je dois aller le chercher, comment? Et même la question de est-ce que ça va à nos enfants directement ou est-ce que ça va à moi? Parce qu'on est mariés, mais on est en séparation des biens. Il y a ses parents, tu vois, c'est toute cette transmission, en fait. Je sais même plus dans quel sens ça va. Ouais. Mais tout ça, c'est des choses, il faut vraiment que ça soit posé. Et il faut ne Soit pensez clair. pas que c'est un sujet uniquement pour les gens qui ont du patrimoine. C'est un sujet pour tout le monde. Oui, bah, des codes d'accès juste à la banque, Oui, tout le monde a une banque, Oui. normalement. Donc, Voilà. effectivement, rien Donc que ça. c'est pour tout le monde. Et tu vois, tout à l'heure, quand on parlait du sujet de l'éducation financière, bah, c'est justement aussi de se dire qu'il y a des gens qui se disent, bah, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas besoin d'éducation financière. Mais plus t'as pas d'argent, plus tu as besoin d'éducation financière. Parce qu'en fait, quand tu es riche ou que tu es à l'aise financièrement, ça te coûte pas cher de faire des erreurs. Et surtout, tu as des gens qualifiés qui s'occupent de ça. Oui, si t'es Bah, si ouais. t'as un certain niveau. Mais même pour des gens, tu vois, qui n'ont pas Bien sûr. voilà, les family office, des conneries comme ça, quand tu gagnes, enfin, je sais pas, quand tu as 10 000 euros d'épargne, si tu perds 1 000 euros, ça te fait mal. Mais c'est pas grave, Non, oui. tu vas t'en sortir. Tu te seras pas Mais là. si tu as 1 000 euros d'épargne et que tu fais une erreur à 500 euros, tout est une question de pourcentage. Et donc, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, finalement, comme tu n'as pas beaucoup de marge, la moindre erreur te coûte excessivement cher parce qu'elle va te coûter 50%, 70% de ton épargne. Alors que pour la personne qui a beaucoup d'épargne, qui a beaucoup de patrimoine, finalement, quand elle perd 1 000 euros, 2 000 euros, même 10 000 euros, ça va lui faire mal. Et les gens vont dire « Ah, c'est une grosse somme !» Mais je sais pas, quand tu as 1 million de patrimoine, si tu perds 10 000 euros, oui, bien sûr, tu as la haine. Mais tu vas pas commencer à te gratter la tête pour payer T'es pas mis en danger. Voilà. T'es pas mis en danger. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est des maths. Oui. Et c'est vrai qu'on a un peu une aversion pour les maths en France. Ça le dit dans les classements, d'ailleurs. Oui. On est mauvais en maths. Mais ça a une répercussion directe sur notre gestion d'argent. Oui. Voilà. Moi, j'ai toujours été... C'est pas que je suis nulle en maths, c'est que ça m'intéresse pas. Par contre, quand ça concerne mon argent, ça m'intéresse. Et d'autant plus quand on est entrepreneur, je vous le dis, c'est c'est très, très, très important. Ouais, ça m'a bien aidé à me remettre dans mes finances, tu vois. Mais il y a plein de choses que je suis pas la seule à avoir fait un bac L.
où on n'a absolument jamais parlé de quoi que ce soit qui concerne l'économie ou la finance, et du coup, on est plein. Ouais, mais c'est quand même important, Mais je suis finalement. d'accord. C'est pour c'est même c'est de la culture générale, en fait. Mais carrément. Mais j'enseignerai à mes enfants, ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, de ce que tu dis surtout, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire l'impasse sur ça au vu du contexte économique, au vu aussi de tous les outils qu'on a à disposition qui sont top. Hein. Ah Il y ouais. a aussi ce truc, il y a moins d'opacité par rapport à ça, parce qu'on a accès aux banques en ligne, parce qu'il y a plein de tutos, parce qu'il y a Franchement, il y a énormément de contenu, voilà, qui si fait tu qu'on t'intéresses peut. un peu. Et ça, tant mieux. Oui. Il faut Et puis au qu'on début, s'en empare. c'est comme un peu se dire, c'est un peu comme quand tu apprends une langue. Tu sais, au début, tu comprends rien. Ah ouais, j'avoue. Genre, tu captes un mot sur 10, t'es là, mais je vais jamais m'en sortir, je vais rien comprendre. Et en fin de compte, au fur et à mesure, moi j'ai des abonnés, hein, elles me disent, Maëva, avant je comprenais rien à tes stories. Et pourtant, j'essaye de faire quand même des stories où j'utilise pas des mots complexes, etc. Et elles me disent, mais à force, finalement, je commence à comprendre, à capter des concepts, à capter des mots, des produits, etc. Je comprends comment ça peut aussi s'appliquer à moi. Et il faut vraiment avoir ce truc de se dire, bah, en fait, c'est comme si j'apprends une nouvelle langue. Au début, je comprends rien et c'est normal. Mais si je persévère un petit peu, que j'arrive à le relier à des choses de mon quotidien et qui me concernent, au fur et à mesure, je vais me sentir de plus en plus concernée, de plus en plus investie et, sans mauvais jeu de mots, et finalement, mieux comprendre. Et après, prendre des décisions en conséquence. Et mesdames, peut-être du plaisir. Oui, et peut-être même du plaisir. Mais mesdames, par contre, s'il vous plaît, n'attendez pas de comprendre tout de A à Z. Parce que ça, c'est le piège numéro 1. Et j'en ai, elles me disent, ouais, non, mais il faut que je me forme avant d'ouvrir une assurance vie. Machin. Non. Tu comprends les grandes lignes. Tu sais, c'est comme si tu dis, ouais, je vais pas parler anglais tant que je peux pas parler et avec l'accent, et j'ai le vocabulaire, et j'ai les références culturelles du pays. Attends, si tu fais ça, tu vas jamais t'en sortir. Non, il faut faire... dis-toi, t'es une blédarde des finances. Tu comprends 80%, c'est largement suffisant. Tu peux te faire comprendre à 80%, c'est largement suffisant. Et c'est même mieux, en fait, d'avoir cette naïveté parce que t'es plus curieuse, t'es plus... t'es pas... t'as pas le côté arrogant de « Ah, je sais, je vais faire ça » et puis après, finalement, c'est là que tu vas te planter. Donc, c'est pas à dire il faut perdre son côté, tu vois, un peu peureuse et tout, mais permettez-vous, voilà, de vous approprier ces sujets-là. Trop intéressant. Merci. Merci beaucoup, Maëva. De rien. Pour cette petite masterclass, un peu budget, un peu placement, un peu éducation financière, quoi. Voilà. On a fait un petit cours d'éducation financière, quand même, avec des bases. J'espère que la situation financière de la France va s'améliorer, même si là, c'est pas bien parti. Malheureusement, j'ai l'impression que... Donc, comptons sur nous-mêmes et nos connaissances. On aura besoin de toucher un bas pour remonter, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.